bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour Sport Week-end. Aujourd'hui du football avec les tops et les flops de notre expert Mickaël Madar, de la Formule 1, du tennis, du cyclisme. Et le dossier de la semaine, c'est le footballeur Nicolas Anelka qui fait ses valises pour le Brésil. Nous reviendrons sur cette année chaotique. Avec moi sur le plateau, Sarah Koskevic, Elinor Lalo et vous, Julien Baloul. Bonsoir. Merci à vous tous d'être là. On commence par du tennis. Et on joue la Coupe Davis. En ce moment, la France est qualifiée pour les demi-finales grâce à la victoire de Gaël Monfils, numéro 25 mondial, dans le 5e match du quart qu'il opposait à l'Allemagne. La France accueillera la République tchèque, double tenant du titre, en septembre prochain. De son côté, l'Italie s'est aussi qualifiée pour les demi-finales, une première depuis 1998 pour ce pays. Elle affrontera en demi-finale la Suisse de Roger Federer qui a battu le Kazakhstan. Football, et on rejoint par Skype notre spécialiste Mickaël Madar. Mickaël, bienvenue. Merci, bonsoir Alex. Alors Mickaël, c'est l'heure des tops et des flops de la semaine et on commence par les bonnes nouvelles. Et la performance du Paris Saint-Germain cette semaine vous a particulièrement plu, Mickaël, avec la victoire contre Chelsea, 3-1, et une autre sur Reims, 3-0. Ça va bien du côté de la capitale, hein? C'est vrai que ça va bien, une bonne performance contre Chelsea, même si ce n'est pas encore gagné pour la qualification. Ça va être très dur à Stamford Bridge mardi. Après un match contre Reims en championnat assez facile avec une revue d'effectifs assez importante de la part de Laurent Blanc, sans Ibra, 3-0, rien à dire, une belle performance, très bien. Liverpool de son côté qui continue sa route à une victoire 2-1 sur le terrain de West Ham et une première place en championnat qui se confirme. Oui, c'est vrai que Liverpool a 4 points d'avance sur Chelsea, une victoire pas trop probante, je trouve, parce que bon, 2 pénaltys encore de Steven Gerrard, dont un peu litigieux. Liverpool qui se retrouve en tête du championnat. La semaine prochaine, ils vont rencontrer Manchester City. Ça va être le gros match de la prochaine journée de championnat en Angleterre. Et ils nous diront peut-être qui va remporter ce championnat d'Angleterre, sûrement. Alors, dernier top, ou bien premier flop, ça dépend de quel côté on se place, Mickaël. Everton qui s'impose sur Arsenal 3-0 et qui revient seulement à 1 point des hommes d'Arsène Wenger. Et puis les Gunners, eux, qui abandonnent certainement le titre, mais qui risquent en plus de ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, c'est une belle performance de la part d'Everton qui est très dur à battre à Goodison Park. Arsenal a encore fait les frais aujourd'hui, une victoire assez conséquente, quand même 3-0, c'est pas évident. Everton qui se replace donc juste derrière Arsenal, mais avec un match en retard. Et s'ils gagnent ce match-là, ils passent devant Arsenal, ce qui veut dire que pour eux, l'année prochaine, peut-être une place qualificative pour la Champions League. Bon, il y a du suspense quand même en Angleterre, alors qu'en France, où t'es joué, en Angleterre, il y a quand même beaucoup de suspense. Et puis coup d'arrêt pour le Bayern de Munich après ses matchs nuls contre Hoffenheim et Manchester United. Les Bavarois perdent contre Augsbourg, 1-0. Oui, c'est incroyable. C'est le 3e mauvais résultat du Bayern. Première défaite de la saison. Une mauvaise passe pour le Bayern. J'espère que ce n'est pas un mauvais signe pour eux pour la fin de saison qui, normalement, s'annonce assez incroyable avec un champion. Ils sont champions déjà depuis pas mal de temps. Peut-être une demi-finale de Champions League et sûrement une Coupe d'Allemagne. Donc, j'espère que pour eux, ce n'est pas une mauvaise passe. Alors on va revenir en France avec l'Olympique de Marseille. Rien ne va plus là-bas, malgré la victoire 3-1 sur Ajaccio ce week-end. Les supporters n'en peuvent plus et demandent la démission de José Anigo, l'entraîneur, et Vincent Labrune, le président de l'équipe. Oui, c'était assez incroyable et improbable ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même une victoire au bout contre Ajaccio et les supporters ne sont pas satisfaits de cette saison. Le classement ne les satisfait pas. Et ils ont demandé la tête de Vincent Labrune et de José Anigo, qui pour eux sont les seuls responsables de ces résultats-là. Mais bon, en même temps, moi je voudrais dire quand même qu'avec les moyens qu'ils ont depuis 2 saisons, je trouve que c'est quand même pas mal. L'année dernière, ils ont fini donc en Champions League. Cette année, ils sont 5e. Bon, c'est pas encore fini. Et je trouve que c'est quand même des bons résultats. C'est un peu dommage de vouloir leur tête en ce moment. C'est malvenu, je pense. Merci beaucoup, Mickaël. Et ça chauffe à Marseille. Donc les supporters en ont assez lors de la rencontre contre l'OM et Ajaccio. Le spectacle n'était vraiment pas sur le terrain. Si seulement 15 000 spectateurs étaient présents dans les tribunes du Vélodrome, on n'est pas habitué à ça à Marseille. Normalement, c'est un stade en feu. C'était l'une des soirées les plus agitées de l'histoire. C'était
électrique, Julien Baloul. Oui, absolument. Sur Twitter, ça a chauffé. Après ce match, vous avez parlé du président et de l'entraîneur. Moi, j'ai sélectionné un tweet qui, selon moi, résume bien l'ambiance. Il s'adresse plus, je crois, aux joueurs qu'aux sélectionneurs et au président de l'équipe. Regardez, c'est un message au virage nord. Ce soir, comme vous, on est venu rien faire. Je pense que c'est adressé aux joueurs. Apparemment, selon les supporters, ils ne font rien. Donc, Michael est visiblement plus tolérant que les supporters de l'OM qui, eux, en veulent énormément à leur équipe. Oui. Merci Julien. Tout de suite, le dossier de la semaine. L'enfant terrible du football français, Nicolas Anelka, a brisé le silence après l'affaire de la quenelle. Il s'explique enfin. Elinor Lalo, on ouvre un autre dossier, un autre chapitre de la carrière de Nicolas Anelka. Et c'est l'info de la journée. Nicolas Anelka rejoint le club de l'Atlético Mineiro, un club brésilien, figurez-vous. Il a 35 ans, c'est son 12e club de sa carrière. Un club connu, puisqu'il a gagné ce club, la Copa Libertadores, l'année dernière. C'est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions en Europe. Valérie. Donc c'est un club du Brésil. Ça sera là qu'il jouera la prochaine saison. Mais la vraie actu de Nicolas Anelka, c'est surtout cette interview qu'il a accordée ce week-end à Metro News, un journal français, où c'est la première fois qu'il prend la parole depuis cette affaire de la quenelle. Je vous rappelle que c'était fin décembre, Nicolas Anelka, pour célébrer un but qu'il venait de marquer. Il jouait alors pour la West Bromwich Albion, tout à fait. Qui vient juste de quitter, il a fait ce geste de la quenelle. Il avait été suspendu, il avait dû payer une amende. Il s'est retiré de ce club en disant qu'il ne voulait pas s'excuser. Donc voilà, il a pris la parole ce week-end. Il assume cette quenelle. Il dit même ces mots: « Je n'ai jamais dit que mon geste était anti-système, simplement que le geste l'était. » C'est un peu bizarre. Encore une fois, je ne suis ni raciste ni antisémite. Et cette quenelle était une simple dédicace. Alors une dédicace évidemment à Dieudonné. Alors là, on en apprend aussi une belle. Dieudonné, c'était un ami, mais maintenant, c'est devenu un frère aujourd'hui, dit-il. Oui, alors apparemment, cet épisode les a rapprochés. Ça les a plus que rapprochés. C'est un humoriste, pas un politicien. Je vous rappelle quand même que Dieudonné a été candidat sur au moins 5 scrutins. Donc voilà, ça reste plus qu'un humoriste. Il y a donc cette personne qui l'idolâtre, mais en attendant, il y a aussi des petits coups bas comme Anelka sait le faire, en commençant par Raymond Domenech. Il a pris la parole après l'épisode de Naïsna. Oui. Domenech qui prend lui aussi très cher. Il prend à partie. Alors en tout cas, Julien Baloul, quand on parle de ce joueur, on l'aime ou on l'aime pas, mais quoi qu'il arrive, ça suscite des réactions. Ça suscite des réactions et surtout des réactions négatives, pour dire ce qui est. On va d'abord voir un tweet du principal intéressé, de Nicolas Anelka. C'est pas celui-là, mais donc on va passer. On va peut-être voir le tweet en question, le premier tweet de Nicolas Anelka qui remercie Arnaud Ramsey, c'est-à-dire le journaliste qu'il a interviewé, le journaliste pour la qualité de son interview. Exactement, ou pour lui avoir en tout cas sa confiance. C'est le biographe officiel de Anelka et c'est l'un des seuls journalistes auquel Anelka accepte de parler. C'est un journaliste un peu particulier qui est passé par pas mal de rédactions, mais voilà, en tout cas Anelka n'accepte de parler qu'à lui. Il y a ensuite quelque chose que j'ai bien aimé, c'est Cahiers du foot qui a publié ça. C'est un graphique sous forme de camembert qui présente un peu à quoi ressemble l'interview d'Anelka. Alors c'est surtout des banalités diverses, des auto-célébrations totalement dénuées de lucidité, des vieilles âneries déjà entendues et des points d'exclamation. Donc encore une fois, c'est une perception un peu décevant, très négative de l'interview d'Anelka. On va voir le tweet suivant pour comprendre un peu l'atmosphère sur la toute-sœur. On va le voir tout de suite apparaître à l'écran. Ça réagit au fait qu'Anelka, vous savez, maintenant part au Brésil, comme venait de dire Elinor. En prenant cette expression loin des yeux, habituellement c'est près du cœur. Là, c'est loin des yeux, très très loin. Donc vous semblez dire que les Français vont se débarrasser de lui, puis les Anglais aussi d'ailleurs, par la même occasion. C'est un peu une atmosphère de bon débarras. Je voudrais juste qu'on voit le tout dernier tweet que j'avais sélectionné. J'espère qu'on va pouvoir le voir à l'écran. Ça vient du site lestransfers.com. Je voudrais qu'on le voit d'abord pour le commenter. Je ne le vois pas arriver. Anelka et Dieudonné rachètent l'USV Villejuif. Bon. Rassurez-moi, c'est un poisson d'avril. Le voilà, il rachète l'équipe de foot de Villejuif. C'était évidemment une blague pour le 1er avril. C'est circulé sur Twitter. Merci beaucoup, Julien. Tout de suite, le reste de l'actualité sportive. Et voilà ce qu'il ne fallait pas rater ce week-end. Le marathon de Paris, l'Éthiopien Bekele a réussi l'exploit de remporter le marathon de Paris. C'est le premier marathon de sa carrière. Il établit ainsi un nouveau record de l'épreuve en 2 heures, 5 minutes et 2 secondes à 31 ans. Le plus grand coureur de fond de l'histoire, triple champion olympique sur 5000 et 10 000 mètres, a pris les commandes seul à 14 km de l'arrivée. Et malgré sa méconnaissance de l'épreuve, il s'impose avec brio.
En rallye, Sébastien Ogier a remporté le rallye du Portugal, fort de 3 victoires sur les 4 premières épreuves de l'année. Le champion du monde du WRC en titre signe le 19e succès de sa carrière et conforte ainsi son avance au classement général des pilotes. Cyclisme avec le Tour de France, le Suisse Fabien Cancellara, le Tour de Flandre. Le Suisse Fabien Cancellara, surnommé Spartacus, a remporté pour la 3e fois le Tour de Flandre, la grande classique cycliste courue sur 259 km entre Bruges et Aubenard. Il s'était déjà imposé en 2010 et en 2013. Il égale ainsi le record des victoires dans cette course de monument cycliste. Et puis, des nouvelles de Michael Schumacher, hospitalisé depuis 3 mois à Grenoble après un grave accident de ski. Je vous rappelle, Michael Schumacher montre des moments de conscience et d'éveil. Schumi souffre de lésions crâniennes diffuses et sérieuses après avoir été plongé dans un coma artificiel. Il est désormais en phase de réveil. C'est une phase du traitement qui consiste à diminuer progressivement les doses de sédatifs qui lui sont administrées. Et puis lorsque l'on parle de Formule 1 jugé trop peu bruyant, donc pas assez spectaculaire, le nouveau moteur des bolides de Formule 1 continue d'alimenter les débats. Ce nouveau moteur V6 a été mis en place en raison d'enjeux environnementaux. Il permet la diminution de la consommation d'énergie de plus de 30% par rapport aux anciens modèles. Aujourd'hui, la Formule 1 doit jouer son rôle d'ambassadeur à l'heure où l'on parle beaucoup de réchauffement climatique, de consommation d'énergie et de pollution. Mais les changements prennent toujours du temps et nombreux sont encore les réfractaires qui estiment que ces moteurs, avec leurs nouvelles normes écologiques, sont beaucoup moins puissants qu'avant. Regardez. La saison 2014 de Formule 1 est synonyme de nouveaux moteurs, nouveaux designs et nouvelles règles en course comme en qualification. Le premier Grand Prix de la saison disputé il y a 2 semaines en Australie a ainsi permis aux spectateurs de découvrir de nouveaux sons de moteurs F1, beaucoup moins stridents que celui des anciens. Les moteurs V8 ont été remplacés cette année par des V6 qui produisent en moyenne 135 décibels à régime plein. Ils génèrent 50% de bruit en moins. La voiture en soi et la technologie de la Formule 1 en règle générale sont plus complexes pour tout le monde. Nous apprenons et développons nos voitures tous les jours. Felipe Massa est l'exemple type du pilote qui ne prend pas encore de plaisir cette saison 2014. Lors du premier Grand Prix en Australie, il a été obligé d'abandonner la course et lors du Grand Prix de Malaisie, le 2e de la saison, il a terminé seulement à la 7e place. Massa et Ferrari ne sont pas les seuls qui n'ont pas encore trouvé les ajustements nécessaires. Le champion en titre Sébastien Vettel et son écurie Red Bull sont aussi en difficulté. Chez Red Bull, on se plaint surtout des moteurs 1,6 litre turbo V6 de chez Renault. Problème identique pour Caterham, une autre écurie avec un début de saison en demi-teinte. Ça a été dur. On vit un début d'année difficile pour l'instant. La pré-saison a été catastrophique et c'est sans parler des résultats en Australie. Pour l'heure, heureux sont ceux qui n'utilisent pas Renault comme technologie de motorisation. Mercedes, par exemple, semble plutôt bien s'en sortir avec son moteur hybride PU105A et ses 2 podiums consécutifs pour Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Les nouveaux règlements révolutionnent notre sport et nous avons encore beaucoup à apprendre pour nous améliorer. C'est ce qui rend ce sport toujours excitant. Enfin, l'évolution la plus notable ne concerne pas la technique et est à mettre au crédit de Bernie Ecclestone, le patron de la F1. Afin d'éviter un sacre prématuré, comme Sébastien Vettel en 2011 et 2013, les points du Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison, seront doublés. La victoire délivrera donc 50 unités au lieu de 25 et dans le futur, des courses prestigieuses comme celle de Monaco ou de Spa-Francorchamps pourraient également subir le même sort. Ce dimanche soir à Bahreïn, Lewis Hamilton a prouvé encore une fois que Mercedes est l'écurie en forme. En ce début d'année, son coéquipier Rosberg termine juste derrière lui et Vettel n'a pas pris de points. Tout de suite, on passe au basket. Allez, on traverse l'Atlantique, direction les États-Unis. Même en fin de saison, la NBA connaît des rebondissements, Sarah Koskiewicz. Oui, fin de série historique pour l'équipe des Spurs. Face à Oklahoma City, ils se sont inclinés après 19 victoires consécutives. 19 victoires consécutives pour les Spurs, c'est une première et c'est un record. Évidemment, ils se sont inclinés grâce à Kevin Durant, dont je parle dorénavant toutes les semaines sur ce plateau. J'ai l'impression de toujours dire la même chose, mais il n'en finit pas de surprendre, et même en fin de saison. Voilà, grâce à Kevin Durant, lui a fait son 40e match consécutif à plus de 25 points, ce qui veut dire clairement qu'il vient d'égaliser le record de Michael Jordan. Chaque semaine, à chaque fois que j'en parle, il s'approche un tout petit peu plus du titre de MVP grâce à des performances de il s'approche un petit peu plus de votre cœur, j'ai l'impression. Un petit peu. Un mot sur les Chicago Bulls, peut-être, Sarah. Maintenant, faut-il avoir peur d'eux ?
Un petit peu, effectivement, parce que malgré la blessure d'Eric Rose en début de saison, tout le monde pensait finalement que les Chicago Bulls allaient s'effondrer durant cette saison, mais il n'en est rien. Ils enchaînent les victoires et d'ailleurs, je pense qu'il va falloir se méfier d'eux en play-off, puisqu'ils deviennent pas imbattables, mais ils sont quand même 4e de leur ligue, alors qu'il manque 2 de leurs joueurs principaux. Mais on peut compter sur Joakim Noah, qui fait vraiment une très belle saison et qui est considéré actuellement le meilleur pivot de la ligue. Ouais. Et c'est très plaisant d'ailleurs que ce soit un Français... Merci beaucoup Sarah Koskevic, merci à vous d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour d'autres résultats sportifs. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.